Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence présentée par Emballage Carrousel avec le thème Emballage à usage unique, le point sur les options éco-responsables. Dans un contexte où l'emballage à usage unique est de plus en plus décrié dans les médias et compte tenu de la situation de pandémie qui sévit actuellement, quelles sont les options disponibles pour les détaillants, producteurs et autres utilisateurs d'emballage? Quels sont les choix qui s'inscrivent dans une véritable économie circulaire? Recyclabilité, intégration du recyclé, biosourcé, compostabilité, vente en vrac. Comment concilier éco-conception et impératif économique? Quelles sont les options les plus sécuritaires? L'emballage réutilisable a-t-il toujours sa place? Ce panel de discussion rassemble les différents spécialistes en emballage afin de faire le point sur ces différents sujets. Martin Boily sera le modérateur de cette conférence. Martin Boily est vice-président vente et marketing d'Emballage Carrousel et ces autres intervenants vont tenter de répondre à ces questions à travers leurs interventions. Martin Boily est chez Carrousel depuis 2016. Cette entreprise fondée en 1971 à Boucherville et comptant environ 375 employés offre à ses 17 000 clients le plus grand éventail de produits d'emballage au Canada grâce à ses 4 installations au Québec. Fort de 20 ans d'expérience comme cadre supérieur et détenant un MBA de l'Université Queen's, Martin possède une double expertise en vente dans les secteurs de la distribution, B2B et manufacturier. Martin, je vous laisse la parole pour introduire vos invités. Bonne conférence. D'accord, merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci à nos 3 participants d'être là avec nous aujourd'hui pour ce temps privilégié qu'on aura ensemble, je l'espère. Donc, je vous présente à tour de rôle. On se connaît tous bien depuis déjà un bon bout de temps. Je commence avec Aurore Courtier-Boineau de l'OBNL La Vague, qui fait partie également dont le réseau La Tasse, qui est ici, fait partie. Geneviève Dionne d'Éco-Entreprise Québec. Bonjour Geneviève. Et Bruno Ponsard de l'ITEGA. Bonjour. Bonjour. Donc, on plonge tout de suite avec les questions. La première question va être en 2 volets, en fait. On ira à tour de rôle là, selon votre inspiration du moment, si on veut. Là. Quels sont les véritables changements observés chez les commerçants et les clients au regard des gestes écologiques suite à la crise sanitaire? Ça, c'est la première partie. Mais la deuxième partie, quel type de comportement la crise a-t-elle provoqué en ce qui concerne l'emballage? J'aurais le goût de dire peut-être les dames d'abord. Bruno, si tu es d'accord, on peut y aller peut-être avec Geneviève dans le cas présent. Tout à fait. Ben, qu'est-ce que ça a changé? C'est sûr qu'il y a eu des effets à court terme, vraiment, là, quand on a été mis en isolement à la maison au mois de mars. Évidemment, on était un petit peu tous bouleversés. Hein, c'est venu un peu changer nos us et coutumes parce qu'on n'avait pas nécessairement l'habitude de faire la file pour aller faire l'épicerie. Surtout pas à l'extérieur, en gardant une distance et tout ça. Donc, ça a amené vraiment un changement de comportement. Ça a changé nos habitudes où on devait prendre plus de temps pour faire des achats. On a commencé à faire des achats davantage en ligne. Et c'est sûr qu'au début, on a vu des drôles de réactions. On a vu des gens qui se sont mis à emballer des pommes et des poivrons en unité parce qu'on se disait, les gens manipulent les fruits et légumes, donc on veut éviter la contamination. Mais on se disait, ben d'accord, mais la contamination sera à ce moment-là peut-être sur la pellicule de plastique. Donc, c'est des choses qui se sont essoufflées avec le temps. Et là, je dirais qu'on essaie de retrouver une certaine forme d'équilibre dans tout ça. Et moi, je suis déjà en train de regarder qu'est-ce qu'il va falloir faire comme changement à plus long terme. Parce que, oui, on veut passer à travers le bout dur de la pandémie, mais il va peut-être falloir aussi apprendre à vivre avec ce contexte-là. Aurore, Bruno, quelque chose à ajouter? Oui, mais c'est certain que, comme l'a dit Geneviève, au début de la pandémie, on a vu un petit peu un mouvement de panique, évidemment. C'était une situation extrêmement stressante. Et en ce qui concerne plus particulièrement les objets réutilisables qui sont plus mon expertise, on a vu apparaître des interdictions, des sacs ou des tasses réutilisables ou ce genre de choses au nom d'un certain principe de précaution. Puis là, je pense que c'est très important de rappeler que ce principe de précaution, ça a été des mesures qui ont été faites par des entreprises, pas par les autorités publiques. Les autorités publiques n'ont jamais interdit ces objets-là. En fait,
on leur en veut pas du tout. Tout le monde était vraiment dans une situation de panique. Moi, je nettoyais évidemment chaque chose que je touchais en rentrant de l'épicerie. On était dans l'inconnu. Donc, le fait d'avoir voulu prendre ces précautions au maximum, c'était tout à fait compréhensible. Néanmoins, le problème qui a été mis en lumière dans cette crise-là, c'est que les décisions relatives aux contenants réutilisables, elles sont prises sur des perceptions et pas des faits scientifiques. Je vais juste donner l'exemple de IGA qui a arrêté son programme où on pouvait ramener les contenants réutilisables pour se servir, par exemple, au comptoir de boucherie. Sur le site de IGA était mentionné cette décision n'est pas due à un risque de salubrité alimentaire fondé sur la science, mais plutôt pour répondre à la demande de nos consommateurs. Donc, on a vraiment cette dichotomie qui existe entre que dit la science et que disent les perceptions des consommateurs. Puis, les consommateurs, encore une fois, on ne leur en veut pas, c'est normal, on est tous conditionnés à penser que, à associer en fait le jetable et l'hygiène, ce qui est vrai, mais ce qui ne veut pas dire que non jetable n'est pas hygiénique. Donc, il y a comme vraiment un conditionnement qui a été fait et malheureusement, les initiatives environnementales en ont fait les frais de ce côté-là. Puis d'ailleurs, pour reprendre l'exemple de Geneviève sur les fruits et légumes emballés, même le MAPAC disait dès le début, n'emballez pas les fruits et légumes, ça augmente les manipulations, il vaut mieux les laver. Donc, on voit bien qu'entre la raison et même les consignes des autorités publiques dans certains cas et le comportement comme ça à se jeter dans l'association de si c'est dans du jetable, je vais être protégée, je suis dans un environnement stérile, l'équation a été un petit peu rapide. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que parallèlement, il y a une vigie Covid qui existe sur l'Observatoire de la consommation responsable et qui souligne à la fois une augmentation des comportements à commander en ligne, etc., et dans du jetable, à la fois une augmentation des inquiétudes reliées à ça. Donc, les gens sont vraiment entre deux chaises en ce moment, puis ils ont juste besoin qu'on les aide à comprendre quels sont les bons comportements dans le fond. D'accord. Je constate que vous avez beaucoup de passion et beaucoup de choses à dire. J'ai oublié de rappeler une consigne à tous. On a environ 6 questions. Donc, vous avez à peu près 2-3 minutes chaque pour être le plus concis possible. Alors, c'est un peu mon rôle de rappeler ça à vous tous. Donc, merci, Aurore, pour les explications. Bruno, est-ce que tu as des commentaires à ajouter à ce qui a été mentionné par Geneviève et Aurore? Ben, effectivement, comme Aurore et Geneviève l'ont mentionné, je pense qu'au début de la pandémie qui nous a touchés à partir de mi-mars, on était vraiment dans un mode panique. Donc, on s'est, je pense, comme consommateur, puis c'est pas nécessairement basé sur la science ou autre, mais on s'est réfugié sur des choses qu'on connaissait un petit peu plus en termes d'emballage. Et donc là, on était comme un petit peu en mode survie. Donc, on allait chercher et effectivement, on a fermé des accès à du vrac, on a fermé des accès donc à d'autres solutions qu'on avait, qui existaient ou qui étaient en croissance. Donc, on s'est réfugié sur quelque chose qui était plus naturel. Ça, c'est à court terme. Bien évidemment, là, on va Geneviève l'indiquait, on va réfléchir sur d'autres façons de travailler en prenant en compte cette partie-là. Je pense que peut-être un des bienfaits, là, c'est que ça peut refaire prendre conscience aux gens que l'emballage a une certaine fonctionnalité ou a plusieurs fonctionnalités, dont une qui est importante, qui est la protection. Que ce soit un emballage, peu importe le type d'emballage, mais on était peut-être parfois dans « Ah, je ne veux plus d'emballage », sans être basé non plus sur une réflexion à partir d'éléments scientifiques ou autres. Là, on a quand même l'emballage a une raison d'être. Il ne faut pas occulter le fait qu'il faut le repenser peut-être, mais il y a cet élément-là. D'accord, merci beaucoup. On en a parlé déjà, Aurore, on a glissé un mot, là, les contenants réutilisables, c'est un fait, ont été interdits dans plusieurs lieux où ils étaient acceptés jusqu'à tout récemment. La prochaine question, c'est quels sont les risques sanitaires liés aux objets réutilisables mis en lumière par la pandémie? Est-ce qu'il y a une réelle, est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est factuel ou c'est une perception? Si je peux me permettre, Martin,
On a vu la même chose chez Eco-entreprise Québec, on est dans la collecte sélective et on a vécu la même chose au niveau des centres de tri, c'est-à-dire la vente de ballots de matière destinés à être conditionnés et recyclés et l'achat de matière recyclée, même si c'est des matières qui sont décontaminées. Donc, on a, et je pense que le secteur d'activité du réutilisable, hein, les magasins de deuxième main, l'usager, en a eu aussi un peu pour son rhume là, au départ, parce qu'on était préoccupé finalement par ce qui était, comme Aurore le mentionnait, réutilisable, donc qu'on avait déjà manipulé. Je pense, comme je le mentionnais, à plus longue échéance, c'est de rebâtir le lien de confiance parce que cette pandémie a été un révélateur que quand on manipule quelque chose, il peut y avoir un risque de contamination. Puis, je veux dire, à toutes les années, on a la gastro qui est à nos portes et on n'est pas à l'abri de toucher un objet, un aliment, un produit qui pourrait avoir été contaminé par quelqu'un qui serait malade d'un virus peut-être plus bénin que la COVID, mais en fait, on n'est jamais à l'abri de ça. Donc, au niveau des emballages réutilisables, il faut commencer à réfléchir et à prendre le temps là, de cette opportunité-là de réfléchir à plus large échelle comment mieux offrir des alternatives réutilisables aux consommateurs, aux citoyens, en réduisant les manipulations et les échanges entre le consommateur et le détaillant, le commerçant. Je pense que c'est un des aspects qui est fondamental et ça permettrait du même coup d'améliorer l'expérience des consommateurs dans la volonté d'acheter des produits avec moins d'emballage à usage unique. OK. Donc, sur la même question, quels sont les risques sanitaires liés aux objets réutilisables mis en lumière par la pandémie? Est-ce qu'il y en a réellement peut-être Aurore là, qui baigne dedans à tous les jours, là? Oui, exactement. Je baigne dedans jusqu'au cou. Mais je suis 100% d'accord avec Geneviève sur le fait que ce qui est intéressant avec cette pandémie, c'est qu'elle a mis en lumière des choses qui fonctionnaient déjà pas. C'est clair que c'est une bonne idée de laver ses sacs d'épicerie, même s'ils sont réutilisables. C'est une bonne idée de se laver les mains avant d'entrer dans une épicerie, ne serait-ce que pour la gastro, effectivement. Et effectivement, il y avait des comportements comme on pouvait voir des commis prendre un contenant qui appartenait à quelqu'un qui l'amenait dans la zone de préparation pour le remplir. Ça a toujours été interdit, ne serait-ce que pour des risques de contamination croisée. En fait, la gestion du réutilisable sanitaire est correcte. Elle permet de prévenir la COVID comme elle permet de prévenir l'allergie aux noix, etc., etc. Donc, en fait, il ne faut pas forcément se poser la question est-ce qu'il faut passer dans du tout jetable ou dans du tout réutilisable? Parce que le virus, quand il se dépose quelque part, il s'en fiche que ce soit jetable ou réutilisable. Ce n'est pas son problème. Il ne prend pas peur devant un emballage jetable, le virus. Donc, tout le point qu'on soit sur de la manipulation du jetable ou de la manipulation du réutilisable, c'est justement la manipulation et l'hygiène. Et à ce titre, en fait, on est capable de gérer du réutilisable avec même moins de manipulation que le jetable. Je vous donne un exemple très simple. Si vous arrivez dans un café avec une tasse que vous posez sur le comptoir de service, que vous enlevez votre couvercle, qu'on vous verse votre café dedans, vous avez reçu votre consommation sans contact. Donc, encore mieux qu'avec un gobelet jetable finalement. Donc, oui, il y a clairement des questions à se poser, puis des règles claires à émettre. Et je pense que la pandémie peut nous aider à les mettre sur la table. Puis je vous vends un petit punch. Le 20 octobre sortira un guide sur la manipulation des contenants réutilisables, que ce soit en contexte de COVID-19 ou de gastro ou quoi que ce soit, puisque ce sont finalement les mêmes procédures qui s'appliquent. Ce guide va concerner à la fois les épiceries zéro déchet, les comptoirs, boucheries, etc. et les cafés, restaurants. Donc, mettez ça à votre agenda. Intéressant. Donc, un peu pour contrer ce qu'on appelle couramment maintenant un peu les fake news, hein? Un petit peu C'est pour... ça. La légende urbaine, la fake news, tout à fait. Mais c'est une bonne opportunité, par contre, aussi pour donner des arguments aux commerçants, pour dire non, je ne veux pas te remplir dans ton Tupperware sale. Je n'ai pas l'obligation de le faire. Ça marche pas juste d'un côté. Exact. Oui, d'accord. Bruno, sur la même question, est-ce que... J'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je pense que tout a été dit et ce que je veux renforcer, c'est vraiment qu'il est possible d'avoir des solutions réutilisables et d'être dans des conditions de salubrité ou sanitaires qui vont nous protéger. Je pense pas que ça soit l'un contre l'autre.
c'est juste, Aurore vient de le dire fort justement, c'est juste de peut-être regarder comment on manipule, comment on vit avec ces éléments-là, mais ça touche le réutilisable, comme ça touche les emballages peut-être à usage unique, ou même d'autres objets qui sont dans notre vie. Donc, c'est pas antinomique. OK. Prochaine question, c'est est-ce possible de conjuguer nos ambitions environnementales avec des mesures sanitaires adéquates? Puis, en deuxième partie de la même question, si on veut, comment les commerçants peuvent-ils répondre aux clients demandant des alternatives éco-responsables tout en respectant les règles sanitaires? Quelqu'un veut se lancer? Oui. Moi, je me lancerai en premier. J'irai avant. Vas-y. J'en profite, mais en fait, et je pense que c'est vraiment important. Il est, à mon sens, clairement possible de conjuguer éco-responsabilité et j'allais dire responsabilité ou mesures sanitaires. En fait, c'est que là, on a la pandémie, c'est un élément on trouve ça long, bien évidemment, on connaît tous le contexte, ça reste sur notre échelle humaine, c'est pour l'instant une courte période. La lame de fond de la pensée emballage plus durable, éco-responsable est là pour rester. Mais la partie sanitaire ou salubrité a toujours été là dans la partie emballage alimentaire. Donc, c'est juste que ça met un peu en exergue le fait que là, on fait face à un coronavirus on a du mal à lutter contre qui colle, qui colle. Qui colle un peu trop. Ouais. Mais définitivement, c'est pas incompatible. Et je suis persuadé que tous les efforts que nous faisons dans l'industrie de l'emballage par rapport à l'éco-conception, par rapport aux matériaux, par rapport à la gestion de fin de vie, va continuer à être fort. Parce que de toute façon, les éléments de salubrité ou sanitaire étaient déjà présents dans l'alimentaire, puis même dans d'autres secteurs. OK, sur la même question. Oui, un peu pour faire du pouce sur ce que Bruno dit. Moi, ça fait une dizaine d'années que je baigne dans l'éco-conception d'emballage et la pandémie, c'est un révélateur de l'enjeu sanitaire, comme Bruno le mentionne, mais c'est quelque chose qu'on a toujours intégré dans le processus. Quand on parle de concilier volonté d'avoir une approche éco-responsable, puis avoir l'aspect sanitaire, il faut d'abord comprendre que quand on fait l'analyse de cycle de vie du couple emballage-produit, surtout dans les produits alimentaires, qui sont des produits qu'on a cultivés, on a eu besoin d'eau, de pesticides, on a eu besoin d'élevage, etc., etc. Souvent, l'empreinte environnementale de l'emballage va rarement dépasser le 10 % de l'empreinte environnementale totale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre plus d'emballages, qu'il faut davantage les jeter puis faire des emballages à usage unique. Mais il faut comprendre que l'emballage, il vient réduire le risque de perte et de gaspillage alimentaire. Donc, dans tout cet effort-là, puis je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut rebâtir le lien de confiance parce qu'actuellement, on trouve ça long, la pandémie, et on perd un peu le contrôle sur tout. On ne sait pas où on s'en va, on ne peut pas sortir très, très loin. Donc, ce qu'on cherche vraiment, c'est à comprendre vers où on va tendre de ce côté-là. Et actuellement, on a fragilisé finalement notre solidité, la sécurité d'emploi. Est-ce que mes enfants qui vont à l'école vont avoir une fermeture prochainement? Donc, même à court terme, on n'a pas de certitude jusqu'à la fin de la journée. Donc, c'est sûr que tant qu'on ne rebâtit pas ces bases-là, des fois, c'est difficile pour le consommateur, le citoyen, de dire « je vais recommencer à faire tous les efforts que j'étais en train de faire pour faire de moi un meilleur consommateur ». Donc, ça revient tranquillement pas vite, mais il faut rebâtir les bases. Là. Donc, un peu la pyramide de Maslow, là, ici. Clairement. Oui, mais je vais pas rajouter grand-chose, ne t'inquiète pas. Non, mais c'est correct. Prends ton temps, là, c'est important. Non, mais c'est sûr que ça vient rebâtir les priorités, clairement. Puis je suis tellement d'accord que la priorité à protéger dans un aliment, c'est l'aliment lui-même. Que si on gaspille l'aliment, on n'a pas du tout réussi d'un point de vue environnemental, loin de là. C'est une évidence. C'est juste que quand on rentre dans une épicerie, comme actuellement,
ce ne sont pas juste les aliments qui ont besoin d'être emballés individuellement qui le sont. Et donc, malheureusement, tant qu'on verra encore de la lessive ou des pâtes comme avoir un suremballage, on ne sera pas seulement dans la question du gaspillage, on sera aussi dans la question du suremballage. Mais ça, c'est un autre point. Mais je pense que oui, les gens ont repensé leurs priorités, puis ils vont avec le moins stressant, c'est certain. Et en même temps, on voit quand même, en tout cas dans nos réseaux, ça continue à pousser très fort sur la question environnementale, parce que les gens font un lien direct entre la crise sanitaire et la crise environnementale. Ils voient bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas seulement sur les emballages, et ils ont juste besoin que les commerçants leur fournissent les alternatives et ils vont embarquer. Et puis, la machine, elle est en route. Là. McDo a annoncé la semaine dernière qu'il lançait des tasses réutilisables en Angleterre. Il y a Unilever, Coca-Cola qui sont depuis longtemps sur l'initiative Close the Loop Partners pour réfléchir, repenser tout ça. Ce n'est pas des choses qui vont disparaître. Au contraire, on a quand même vu un renforcement en fait de la question de la prise de conscience environnementale à cause de cette crise aussi. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, là, c'est que la crise sanitaire a ralenti la transition qu'on avait amorcée pré-pandémie. Cependant, elle est là pour rester. Donc, on va continuer une transition qui va s'accélérer probablement quand le dossier, la COVID, sera probablement réglé. C'est un peu ce que vous dites. En fait, si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que je ne sais pas si le dossier de la COVID va être réglé. On ne peut pas le dire, mais s'il n'y a pas celui-là, il y en aura un autre. Fait que moi, je préfère le voir comme la crise sanitaire. Au pire, elle ralentit, mais au mieux, elle nous oblige à repenser nos systèmes. On le voit avec le système de santé. Donc, le système alimentaire aussi peut ne pas se contenter d'attendre que ça passe, mais en profiter pour faire les choses autrement, durablement. D'accord. Je tombe dans une question qui est celle la plus fréquemment posée chez les emballages Carrousel, à peu près à tous nos employés, nos représentants internes et sur la route depuis très longtemps. Si on met la crise sanitaire de côté et que c'est une question, bien, c'est la question qui revient toujours chez Carrousel, qu'on se fait constamment poser, c'est quelles sont les meilleures options qu'une entreprise ou un commerçant peut offrir à ses clients pour être le plus éco-responsable possible. Donc, est-ce que c'est le recyclable, l'emballage recyclable, le compostable? Est-ce que c'est le réutilisable? Est-ce que c'est, évidemment, pas d'emballage, mais encore là, il y a du gaspillage alimentaire. Il y a énormément de questions qui reviennent constamment. Les gens, la volonté, elle est profonde, elle est vraiment ancrée en eux d'être éco-responsables. Cependant, c'est pas clair. C'est pas clair et peut-être que les experts qu'on a avec nous aujourd'hui là, pourront nous aider à mieux comprendre. À vous la parole. Puis, vous voyez Martin sourire. En fait, vous savez que c'est un sujet qu'on a eu beaucoup entre nous là, dans les derniers temps, les dernières années. Et dans le fond, là, je reviens un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que l'emballage, il y a le choix de son approvisionnement, il y a le choix de sa fabrication, de la distribution du produit. Donc, quand on regarde un choix d'emballage, ce n'est pas juste sa fin de vie, recyclable ou compostable. Il faut avoir en tête le produit qu'on emballe et le système dans lequel va se promener ce produit emballé-là. Parce que si on ne mise que sur sa fin de vie, on risque de faire des faux pas à d'autres égards. Et quand on parle recyclable, compostable ou réutilisable, bien, les différents cas de figure peuvent s'appliquer. Ça dépend toujours de ce qu'on emballe et ça dépend toujours dans quel contexte. La filière du compostage au Québec, elle est en déploiement. Ce ne sont pas toutes les municipalités qui sont actuellement desservies. Et il faut comprendre que cette filière-là, elle est conçue pour recevoir de la matière putrescible. Donc, un emballage n'est pas a priori considéré comme une matière putrescible. Donc, il y a certains types d'emballages soi-disant compostables qui deviennent des contaminants dans la filière du compostage, au même titre que dans la filière du recyclage en collecte sélective. On a aussi notre lot de défis d'emballages qui ne sont pas recyclables. On peut mentionner les sacs de croustilles, par exemple. Mais il faut comprendre que la collecte sélective et la préoccupation là, sur recycler, composter les emballages est arrivée dans les années 90.
Mais des emballages, il y en a depuis des décennies. Donc, tranquillement, pas vite, les entreprises font des changements. Je ne sais pas, vous êtes allé à l'épicerie récemment, vous avez sûrement remarqué que beaucoup de produits maraîchers se retrouvent dans des petits paniers de carton. Donc, on essaie tranquillement de délaisser certains composants d'emballage. On s'en va vers du monomatériau. Donc, un seul matériau pour concevoir un emballage, ce qui améliore la facilité de recycler celui-ci. Donc, il y a des choses qui se font, mais ce n'est pas tout noir, tout blanc. Il y a plutôt plusieurs zones de gris, mais il faut faire attention de penser que compostabilité, c'est nécessairement vertueux quand on est dans l'industrie de l'emballage. Quand on considère l'économie circulaire complète, là, hein, c'est là qu'on voit… c'est parce que c'est linéaire. Le compostage, c'est un one-shot deal. Oui, on veut maximiser les cycles des matériaux qui sont mis en marché. Exactement. On a évidemment Bruno avec ses équipes là, qui font des recherches et des études. Bruno, qu'est-ce que ça dit de votre côté? Bien, je vais rejoindre Geneviève. Là, il n'y a pas. Moi, premièrement, je pense qu'il faut éviter d'être dogmatique. Là. Il peut y avoir plusieurs solutions. C'est sûr qu'actuellement, puis Martin, tu le dis, puis je te cite souvent à cet égard-là, c'est que l'emballage, le monde de l'emballage est vraiment en forte mutation. Donc, ton image de Tarzan entre ces deux lianes, là, il a lâché la première, il s'en va vers la deuxième. Donc, c'est comme ça, là, hein? Ouais, comme ça, entre les deux, là, dans le vide. Là. Effectivement. Donc, on est là. Je pense qu'il faut plutôt privilégier des solutions qui vont être bénéfiques. Il y a effectivement des solutions de recyclage, ou des matériaux, des emballages qui peuvent être facilement recyclés, qui vont être recyclés, puis qui vont vous générer de la matière recyclée qui peut être réintroduite, donc cette espèce d'économie circulaire. Donc ça, je pense que c'est des avenues qui peuvent être très intéressantes. Le compostage, Geneviève en a parlé actuellement, c'est sûr qu'on est plus sur la matière organique, donc si vous mettez un plastique, un emballage flexible, compostable, il risque sûrement de ne pas être composté, donc plutôt d'affecter, etc. Il y a, puis le réutilisable, ça peut répondre à un certain nombre de besoins et de solutions. Donc, il faut plus le regarder de cette façon-là. Et comme c'est en mouvance, c'est-à-dire que ce que l'on dit aujourd'hui, quand on va faire notre conférence peut-être dans 1 an ou dans 2 ans, il y aura peut-être d'autres changements, ou dans 5 ans, il y aura d'autres changements, donc d'autres solutions. Et là, on va peut-être privilégier d'autres approches. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester à l'affût puis qu'il va y avoir constamment du changement. Et ce qu'il faut, c'est éviter de penser en silo. Ça veut dire qu'il faut penser du matériau à la conception de l'emballage jusqu'à sa gestion en fin de vie. Puis, si vous me permettez, comme on n'a pas de présentation visuelle, rester à l'affût, je pense que c'est hier que Cascade annonçait en grande pompe le lancement de sa barquette de carton thermoformé. Une barquette qui a été travaillée là, pendant des années en coulisses parce que vise à remplacer la barquette de polystyrène. Mais il faut comprendre que quand on a un produit humide ou à 4 degrés ou moins, le carton peut devenir plus mou et ne se comporte pas de la même façon qu'un plastique. Donc, ça a nécessité beaucoup de recherche et développement. Absolument. Et là, la barquette, elle est lancée, mais nous, on voyait ça en arrière depuis quelques années déjà. Là. Donc, en fait, c'est effectivement, bravo à Cascade, c'est également un des éléments vedettes sur notre site là, du CIAL. C'est un de nos produits vedettes qu'on est fiers de présenter avec notre partenaire Cascade, entre autres. Sur le même sujet, sur le même thème, Aurore, quel est le meilleur emballage à utiliser pour respecter autant la sécurité alimentaire, d'éviter le gaspillage alimentaire, parce qu'on est tous d'accord que l'emballage est nécessaire. Heureusement ou malheureusement, c'est un mal nécessaire. Cependant, ton avis là-dessus, quelle est la meilleure solution? Je rejoins complètement les experts qui se sont exprimés là-dessus. Il n'y a pas de pensée magique. Il faut vraiment quitter cette idée-là. Pendant des dizaines d'années, on s'est dit on met ça dans la poubelle, puis pouf, ça disparaît. Après, on s'est dit on met ça dans le bac de recyclage et c'est merveilleux, ça devient un autre objet. Non. Et maintenant, on est rendu, c'est merveilleux, on met ça dans le sac de compost et ça va devenir une carotte. Non plus. Donc, il y a vraiment comme…
faut en finir avec la pensée magique. Il y a le bon emballage pour le bon aliment ou le bon produit au bon moment. Et en fait, la première question, par contre, qui est importante à poser, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Comment est-ce qu'on doit emballer? Pourquoi on emballe? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire parce qu'on ne s'en sortira pas avec du recyclage, même s'il y a des choses qui se recyclent évidemment, qui fonctionnent très bien, d'autres non. On ne s'en sortira pas non plus avec du tout compostable. Donc, il faut vraiment réduire à la source. Donc, c'est juste qu'il n'y a pas de meilleurs déchets. On n'a pas le choix. On va en générer. On a encore besoin des emballages à usage unique. Évidemment, on en aura toujours besoin. Donc, c'est très important de penser. Puis bravo à Carousel d'avoir innové sur cette question parce qu'on en a absolument besoin. Et il faut quand même prendre un pas de recul puis d'abord se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, puis si vous me permettez d'ajouter peut-être un petit commentaire, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer non plus le comportement humain. C'est un produit qui est recyclable, s'il ne va pas dans le bon bac, sa fin de vie, on la connaît, elle ne va pas au bon endroit. La même chose pour un produit qui est réutilisable. Encore là, si on ne le réutilise pas le nombre de fois nécessaire à ce qu'il soit rentable, si on veut, au niveau de... on n'est pas plus avancé. La même chose pour un produit compostable. Le comportement humain fait partie aussi de la clé, là, la clé de tout ça, là, à mon avis. Exactement. Puis quand on n'a pas parlé de sacs d'emplettes, mais les sacs d'emplettes réutilisables, c'est la même chose. Puis il n'y a pas longtemps, là, il y a 5, 6, 7 ans, quand on commençait à nous en offrir davantage, chaque commerçant se dotait de son sac réutilisable. Donc, on en collectionnait à la maison. Mais il fallait aussi en refuser quand on n'en avait pas besoin. Donc, réutilisable ou pas, la question qu'Aurore pose, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que je refuse? C'est vraiment la première question qu'il faut se poser. Effectivement. Bruno, je pense que tu voulais intervenir? Ben, oui, puis en fait, on parle beaucoup de recyclage, de compostage, de réutilisable, puis j'entends beaucoup dans le milieu d'emballage biodégradable. Et je veux juste, parce que là, c'est en lien avec le geste que, comme consommateur, on pose au quotidien par rapport à nos produits que l'on consomme, donc des produits alimentaires, entre autres, des emballages alimentaires. Je pense qu'il faut éviter, en fait, le biodégradable a une tendance à dire « Ah, ben, je peux faire n'importe quoi, je peux le laisser n'importe quoi, n'importe où, cet emballage-là, puis il va disparaître. » La fameuse pensée magique qu'Aurore indiquait, ça va se transformer en carotte. Je trouve ça extraordinaire comme image, là, mais donc, je pense qu'il faut vraiment éviter quand on dit biodégradable, parce que ça évite de poser le bon geste. Je préfère qu'à la rigueur, on dise ben, cet emballage-là, on peut effectivement le recycler ou effectivement on peut le composter, parce que biodégradable, ça a tendance à dire ben là, on peut faire n'importe quoi, ce qui n'est pas vrai. On doit, comme consommateur ou comme utilisateur, poser le bon geste. Se poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Puis si on a besoin d'un emballage, vraiment poser le geste pour qu'on ait soit une économie circulaire, soit une fin de vie qui soit complètement maîtrisée. D'accord. Oui, Aurore, tu voulais dire quelque chose? Je voulais juste dire que c'est exactement la raison pour laquelle on a besoin de personnes comme Carousel qui proposent des produits qui sont faciles à comprendre sur la fin de vie. Qu'est-ce que je fais de ça? Ça va là. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'innovation pour enlever les multicouches et enlever les choses qui, même quand on passe 15 ans dans le secteur de la gestion de matières résiduelles, il y a encore des choses qu'on prend dans la main et qu'on est comme, je ne sais pas quoi faire avec ça. Puis on a vraiment besoin d'innovation là-dessus. Donc, vas-y, Geneviève. Et non, mais pour poursuivre sur ce que tu dis, c'est un peu décevant ce que je vais vous dire là, mais c'est des choses qui se travaillent actuellement. C'est que d'abord, au niveau du recyclage, ben, le ruban de Mobius, hein, le symbole que tout le monde connaît de recyclage, ben, c'est une autodéclaration qui n'est pas vérifiée par personne et c'est un logo qui n'a même pas de propriété intellectuelle. Donc, n'importe qui peut apposer un symbole de recyclage sur n'importe quoi et ça perd de son essence, ça ne veut à peu près rien dire. Il y a davantage de normes au niveau de la compostabilité, mais le gros défi de la compostabilité, c'est quand on fait un test en laboratoire, dans des conditions idéales pour composter un type d'emballage, bien, ces conditions-là, on ne les retrouve pas nécessairement sur les plateformes de compostage. Donc, malheureusement, en ce moment, ce qui est écrit sur l'emballage, ce n'est pas toujours un gage
que c'est réellement la fin de vie qui sera le bon scénario pour cet emballage-là. Donc, ce sont des choses qui sont réfléchies et discutées de notre côté. On a un grand chantier avec le gouvernement du Québec de modernisation de la collecte sélective et de la consigne. Donc, ce sont des éléments sur lesquels on s'attarde actuellement. On voudrait que ça aille plus vite, moi la première, mais je tenais quand même à préciser ça à notre auditoire. OK. Prête pour l'avant-dernière. Il nous reste à peu près 7-8 minutes. Là, si on va se garder un petit peu de temps pour les questions. Donc, si on réfléchit plus en amont, le meilleur comportement n'est-il pas de repenser l'emballage en tenant compte du modèle d'éco-conception? Je sais que Geneviève, tu vas sûrement avoir des choses à nous dire là-dessus. Faut-il carrément repenser nos modes de production et de consommation? Je vous laisse aller, mais tu sais, je pense juste aux bouteilles de vin qu'il y a à peu près... en tout cas, il y en a plusieurs modèles, disons. Est-ce qu'on doit repenser l'éco-conception justement pour se donner une chance de réussir? Là? Geneviève, si tu veux y aller, tu étais... Ben, Bruno avait l'air de vouloir jumper. Oui. Alors, vas-y, Bruno. Non. Au contraire, je voulais te laisser la place, Geneviève, parce que je pense que c'est ton cheval de bataille depuis bien des années. Oui, oui, c'est sûr. Oui. Un vrai gentleman, hein? Un vrai gentleman, merci. Mais c'est sûr que c'est mon dada, puis c'est sûr que l'éco-conception, ben, c'est de penser en amont. Donc, c'est de repenser, remettre en question, plutôt que de se dire, ben, l'emballage est sur le marché, qu'est-ce qu'on fait avec? Et un peu pour faire du pouce sur ce qu'Aurore disait tout à l'heure, ben, quand nous, on fait de la veille, et ce qu'on a remarqué, c'est que dans certains pays, Coca-Cola, les grandes entreprises font des pas qu'elles n'ont jamais fait. Par exemple, standardiser un contenant de boisson gazeuse, que ce soit du Coke, du 7-Up ou peu importe la boisson. Chez Coca-Cola, on a commencé à faire des standardisations, donc des formats qui sont le même, peu importe la marque. Mais il faut comprendre que le marketing qui est né dans les années 90 a beaucoup profité de l'emballage pour faire la stratégie de différenciation, mettre des couleurs, faire chanter les emballages. Bref, c'est sûr que les entreprises réfléchissent beaucoup à se dire comment je vais me distinguer si j'épure mon emballage, si je le simplifie. Mais il y a des bons coups qu'on a vus, entre autres Evian en Europe avec sa bouteille d'eau. Qu'on soit pour ou contre l'eau embouteillée, ce n'est pas la question, mais chez Evian, on a éliminé l'étiquette, on a éliminé la colle, on a une bouteille qui est embossée, 100% faite de PET recyclé, post-consommation, pas de pigment, pas d'encre. Donc, on a un emballage très, très simple, mais la stratégie, elle est très forte. Donc, c'est sûr qu'il faut revoir en amont, puis je suis vraiment une fervente de produire et consommer autrement. Donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent se faire à plus large échelle parce que c'est aussi beaucoup d'investissement pour les entreprises, les changements au niveau de l'emballage. Donc, si on veut arriver à faire des changements forts, bien, il ne faut pas que chacun y aille de son système d'emballage réutilisable parce que ce qu'on va avoir, c'est une multiplication des camions sur les routes pour le retour des contenants. Donc, il faut réfléchir ensemble ces solutions-là. Excellent, merci. Bruno, Aurore. Vas-y, Bruno. Merci, Aurore. Effectivement, je pense que l'éco-conception est au centre je dirais, en fait, c'est une avenue centrale pour repenser nos emballages. Je l'ai dit précédemment, entre les développements qui se font en matériaux, donc des matériaux qui sont beaucoup moins impactants d'un point de vue environnemental, la manière d'approcher, de penser l'emballage. Il y a tellement de choses à faire. J'allais dire, l'éco-conception ou la conception d'emballage existe depuis bien longtemps, mais cette ligne de pensée-là, cette approche-là, il faut qu'elle soit intégrée. Puis Geneviève, avec son équipe Éco-entreprise Québec, essaye de soutenir les entreprises pour donner des lignes directrices ou des façons de faire pour dire, écoutez, il faut se pencher là-dessus. Je pense que c'est effectivement central. Nos comportements vont changer de toute façon. On n'a pas le choix. On parlait de transition, mais pandémie ou pas pandémie, là, pour moi, c'est clair qu'il faut avancer. Et ça reste que dans cette éco-conception-là, on s'intéresse en amont aux matériaux, on s'intéresse aussi en aval à la gestion de fin d'utilisation ou de fin de vie. Donc ça, c'est majeur. Puis qu'on fasse du commerce en ligne, donc des emballages pensés pour le commerce en ligne, que ce soit chez nos distributeurs. Tout ça, c'est sur la table, c'est sur la table à dessin. On a des opportunités de revoir nos façons de faire. Donc, il faut peut-être, c'est une transition, oui, il faut changer, mais il faut peut-être le regarder comme étant une opportunité.
j'allais dire que le secteur de l'emballage, c'est un secteur qui peut être très vivant, puis qui peut offrir des promesses, parce que si on est capable d'offrir des solutions qui vont être viables sur le long terme, des solutions durables, soutenables, que ce soit du réutilisable, du recyclable, etc., mais je pense qu'on a des opportunités comme société de progresser de façon forte. Aurore? Je vais vraiment rajouter juste un petit élément, c'est que oui, l'emballage a longtemps exercé puis exerce encore une fonction de marketing, de communication, etc. Mais on a vraiment vu un changement dans les derniers temps, pas dans tous les milieux, mais par exemple sur le réseau La Tasse. Donc la Tasse sont les tasses consignées dans donc la même tasse, pour reprendre l'idée de Geneviève. Merci beaucoup. Donc, on a refusé qu'il y ait des logos individuels là-dessus. C'est le même objet pour tout le monde. Donc, on a dû faire évoluer la pensée là-dessus pour dire que c'est un objet fonctionnel, ce n'est pas un objet marketing. Et si tu veux faire du marketing, il y a 1000 autres façons de le faire. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que cette idée-là de tasse, elle est née aussi parce que des commerçants sont venus nous voir en disant « Moi, je suis tannée d'avoir mon logo dans la poubelle. Tous les jours, je sors de mon magasin et les poubelles de ma rue débordent avec mon image dessus. » Et ils avaient peur de se retrouver comme Tim Horton en publication Instagram dans un fleuve ou dans le nez d'une tortue. Donc, il y a quand même quelque chose qui a décliqué au niveau de l'association entre l'objet et le marketing. Et on a envie de faire les choses différemment. Mais c'est vrai que ça prend du courage de dire je vais aller vers quelque chose de fonctionnel qui ne sera pas forcément beau, qui ne sera pas forcément plus sexy que celui d'à côté, mais qui va éviter de devenir un déchet. Bien, pour faire du pouce sur ce que tu dis, Aurore, et juste pour compléter, dans ce qu'on fait chez Éco-entreprises Québec, dans l'équipe d'éco-conception, ben oui, on accompagne les entreprises, mais on va aussi à la rencontre des agences de création, des bureaux de design, tous ceux qui doivent aussi changer leur façon de réfléchir l'emballage et les stratégies marketing, les campagnes, parce que ces gens-là doivent suivre le bal. Donc, si le commerçant se conscientise, bien, il faut que les gens avec lesquels il collabore sur ses choix d'emballage suivent aussi. Là. Donc, on essaie d'entretenir le dialogue et de créer davantage de ponts avec ces intervenants-là aussi. Good. Donc, on arrive pas mal à la fin avant de prendre les questions. Fait que, dans le fond, avec tout ce qui a été discuté, je vous sais déjà tous très articulés et experts en la matière. Puis encore une fois, vous l'avez démontré dans les questions qu'on a passées à travers. Merci beaucoup. Dans le fond, la pandémie a fait reculer un petit peu notre adoption, si on veut, au comportement plus éco-responsable. Mais de ce que je peux voir, c'est que le fondement et la nécessité est encore là. Ce n'est qu'une question de temps avant que ça redevienne une priorité pour tous. C'est un peu ce que je retiens. Puis il y a des solutions. Il y a des solutions qui ne sont pas arrêtées, mais il y a encore des solutions qui se travaillent puis qui seront probablement prêtes pour la prochaine étape, si on veut, l'après-COVID ou peu importe comment on veut l'appeler. Donc, merci beaucoup pour votre participation. C'est grandement apprécié. Toujours agréable de travailler avec vous. Je pense qu'il y a quelques questions là, du public là, qui pourront être posées aux panélistes, si je ne me trompe pas. En effet, j'aurais juste un commentaire par rapport à ce que vous avez raconté sur Cascade. Je tiens juste à dire qu'un des gagnants du Ciel Innovation avant-hier, qu'on a mis en avant, Top Glacier, a créé un emballage pour les glaces sans plastique. Et qui est et qui tient justement à l'humidité. Donc, je vous invite à le regarder parce que c'est une belle innovation et il a eu une récompense sur le Ciel Innovation, produit emballage innovant, etc. Donc, là aussi, je vous invite à aller regarder. Alors, la première question pour vous. Merci. La barquette, elle est ici, pardon. La barquette, je l'avais pas trop loin, elle est ici, là. Non, mais c'est une très belle innovation. C'est vrai que le Xavier, j'ai lu la première question. J'ai l'impression qu'elle m'est d'une certaine façon un peu destinée parce que j'ai parlé là, des chantiers de modernisation. Je vais la lire. Geneviève. Je vais la lire pour que tout le monde l'écoute. Où en est-on avec la modernisation des installations au Québec, au Canada et ailleurs? Quel rôle jouent les villes?
C'est en effet pour vous, Geneviève. Bien, en fait, la modernisation collecte sélective des consignes ont été annoncées le 11 février cette année. On est là, dans l'amorce de ces changements-là. On a commencé à y travailler au mois de juin. Et on est dans une période de transition jusqu'en 2024-2025. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des changements en cours de route, mais il y a vraiment des transformations de fonds qui sont en train de se faire. Pour ce qui est du déploiement de la collecte des matières compostables, bien, le taux de desserte, je pense que c'est à peu près la moitié de la population du Québec, mais la desserte, ça veut dire le service, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est au rendez-vous, puis ça ne veut pas dire que ce qui est collecté est de qualité. Donc, il y a encore beaucoup d'apprentissage à faire de ce côté-là. Les résultats n'étaient pas nécessairement à la hauteur des objectifs fixés au préalable, mais je sais que le gouvernement y travaille. Et juste pour répondre à l'enjeu de l'emballage compostable, ce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on est en train de creuser ça avec des experts compostage, c'est qu'il ne faut pas enfoncer l'emballage compostable dans la filière, mais mieux comprendre cette filière-là pour réfléchir à un emballage, si c'est un emballage très souillé, mais qui correspond aux spécifications de cette filière-là pour que l'emballage soit réellement composté. Parfait. Deuxième question, devant la quasi-infinité d'emballages sur le marché, qu'ils soient recyclables, compostables ou jetables, comment s'assurer que le message de la destination souhaitée en fin de vie suive de façon efficace cet emballage? Ça, c'est tellement un enjeu que le consommateur, moi, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à faire auprès de nos consommateurs parce qu'on l'a évoqué avec le triangle puis le numéro à l'intérieur. C'est sûr que si on fait, moi je le fais souvent l'exercice auprès d'auditoires puis en demandant c'est quoi le numéro puis à quoi ça correspond puis quel geste on pose là-dessus, ça c'est pour les plastiques. Malheureusement, on est très mal informé comme consommateur. Donc, le geste à poser qui fait partie de la démarche, parce qu'un mauvais geste, enfin un bon emballage avec un geste en fin d'utilisation mal posé, c'est malheureusement, on perd un peu l'impact. Donc, il y a beaucoup d'informations à faire auprès de des consommateurs. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit définitivement regarder de près pour accompagner les gens à poser le bon geste et puis à ce que nos filières de recyclage ou de compostage ou en réutilisation soient efficaces. Parfait. Merci Bruno. Juste... Vous avez, allez-y Aurore, excusez-moi. Si vous avez des choses à ajouter, n'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Il y a moi, pas de je vais problème. vite. C'est parfait. En fait, je veux juste faire une petite publicité pour l'application de Recycle Québec, Ça va où ? Qui est une application très utile. Quand on se pose la question, vous téléchargez ça sur votre téléphone, puis là, vous pouvez rentrer coton-tige, ce que vous voulez, Oui. sac à croustilles, puis elle vous dit, selon où est-ce que vous vous trouvez au Québec, la filière qu'il faut adopter pour cet objet-là. Fait qu'il était temps qu'on ait quelque chose comme ça pour aider les citoyens. Évidemment, on veut que les emballages soient simplifiés, c'est certain, mais en attendant, voilà, petit coup de pouce. C'est intéressant parce que c'est un débat que j'ai à la maison avec mes enfants parce qu'ils mettent tout dans le recyclage à partir du moment où il y a le logo recyclage. Je leur dis, je ne suis pas bien sûr que ça marche comme ça. Donc, ça va nous aider. Voilà. Alors, autre question, quelle est la proportion de la population à recourir à des emballages réutilisables pour faire l'épicerie? Est-ce qu'on a cette statistique? Est-ce que ce serait plutôt le nombre de gens à qui on devrait donner des emballages réutilisables, si je comprends bien, qui resteraient à convaincre? Geneviève, est-ce que tu veux… J'ai pas de données, mais c'est parce que ça va dépendre du produit, ça dépend du commerçant, du détaillant. On a parlé tantôt de rayons de vrac dans les grandes surfaces qui se sont fermés. Par contre, dans les petits commerces de proximité où on a déjà du vrac et du zéro déchet, ça fonctionne avec des mesures sanitaires accrues, mais je n'ai pas de données là-dessus, mais je vous dirais qu'une des réflexions que moi, je me fais, puis c'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure quand on disait produire et consommer autrement, l'objectif dans le réutilisable, là, puis je ne suis pas la seule à avoir des enfants, c'est de ne pas se ramasser à devoir ramener 42 000 pots en magasin parce qu'on ne s'en sortira plus. Je n'ai pas un entrepôt non plus à la maison pour entreposer tout ça. Donc, il y a vraiment une réflexion qui doit se faire avec les entreprises pour voir comment on pense ces systèmes-là. Et l'emballage, est-ce qu'il est de la responsabilité de l'entreprise? Je pense au lait La Pinte. Ou est-ce qu'il est de ma responsabilité de le ramener pour le faire remplir à nouveau? Donc, ça dépend des produits, je dirais, mais j'imagine, Aurore, que tu as
Tu as certainement quelque chose à dire là-dessus. Oui, ben c'est vrai qu'on n'a pas encore de statistiques à l'échelle du Québec, en tout cas là-dessus. Par contre, ce qu'on voit, c'est une accélération du nombre d'épiceries zéro déchet et une accélération assez intense aussi des personnes qui s'intéressent à ce mouvement-là. Je pense que le Festival Zéro Déchet génère des milliers et des milliers de personnes qui viennent là chaque année. 100% d'accord avec Geneviève qu'il y a... on ne peut pas tous être Lara Croft puis débarquer avec tous nos objets réutilisables sous le bras en tout temps. Ça ne rentre pas toujours dans un sac à main. Et c'est pour ça que l'offre en consigne est très intéressante parce que, premièrement, elle permet l'achat compulsif, elle permet l'achat non prévu parce que les objets sont proposés par les commerçants. Elle permet aussi de s'assurer qu'on est sur des objets assainis parce que n'oublions, on revient encore sur la question de l'hygiène et quand vous avez quelque chose qui est sorti d'un processus d'assainissement comme tout ce qu'un commerçant en alimentation doit faire, vous êtes 100% assuré que tout va bien du côté de l'hygiène. Et ça permet une simplification de l'achat. Puis je vous cite juste un exemple, BocoBoco. Vous pouvez commander en ligne, recevoir votre épicerie dans des contenants réutilisables consignés. La fois d'après, quand vous recommandez, vous rendez le sac avec les contenants. Donc, ça peut être très simple. C'est parfait. Bon, la réponse, vous avez d'autres choses à ajouter? Non? C'est bon. Donc, autres questions. Nous avons reçu beaucoup de commentaires de nos clients en raison de notre méthode à emporter que nous avons continué à utiliser tout au long de l'été en raison d'un manque de personnel. Tous nos contenants sont compostables. Comment leur répondriez-vous, pardon? Ben, je ne sais pas répondre quoi, mais la question que je sais poserais pas trop à la non plus. personne, c'est quel type de contenant compostable. C'est sûr que si on est dans les contenants de plastique rigide style PLA, actuellement, ce n'est pas une matière qui est bien acceptée dans les plateformes de compostage. On le fait, si elle arrive sur la plateforme, elle va être retirée. Parce que le PLA ne se dégradera pas au même rythme que le tas de compost, donc de matière putrescible. Comme je le mentionnais tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de compostabilité, c'est l'adéquation entre la certification derrière l'emballage compostable et nos infrastructures. Et on peut pas, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais ce n'est pas tout ce qui va être annoncé comme compostable qui va nécessairement avoir vraiment de belles perspectives là, dans l'avenir. Mais je ne sais pas, la question était... Si je peux me permettre, c'est sûr que ce n'est pas très clair. Oui, mais pour moi, c'est un peu les questions qu'on a régulièrement au niveau de nos clients chez Carousel. Aurore en a parlé, mais l'application Ça va où garde une certaine neutralité parce qu'on veut faire de l'éducation où les clients écoutent, mais souvent, ce n'est pas toujours facile. Donc, première question que je répondrais à cette personne-là, c'est est-ce que dans votre municipalité, est-ce qu'il y a une collecte de produits compostables? C'est étonnant encore comment c'est peu répandu au Québec. Donc, votre intention, elle est probablement légitime, elle est bonne, mais est-ce que le produit en question va-t-il contaminer ou se ramasse-t-il à la poubelle ou où est-ce qu'il se ramasse? C'est la première question à se poser. Puis souvent, la réponse, c'est qu'il n'y a pas nécessairement de collecte sélective de produits compostables. Et l'autre chose, c'est ça. Vous en avez parlé. Le PLA, souvent, se ramasse aussi aux poubelles, dans le fond. Donc, l'application Ça va où aiderait beaucoup à répondre à cette personne-là, à savoir quelle va être la fin de vie du produit qu'ils utilisent et peut-être l'aider à changer d'avis ou de prendre un produit plus éco-responsable. Peut-être de contacter Carousel pour voir les alternatives, parce que dans le prêt à emporter, on sait qu'il y a des contenants de PET et il y en a de PET recyclés. Dépendant du produit qu'on emballe, il y a des alternatives recyclables qui existent. Oui, on est là pour ça, mais je n'osais pas le dire. Il faut faire sa promo. Il y a un stand virtuel Carousel dans le hall technologie et équipement. Il faut y aller. Ouais. J'aimerais juste peut-être rajouter, parce que là, on abordait peut-être des contenants plastiques rigides, etc. Mais si vous avez
je sais pas, des contenants en carton ou potes thermomoulés, etc., dépendant de ce que vous avez comme solution prête à emporter. Il est possible que dans certaines municipalités, vous puissiez le mettre dans votre bac de compostage. Après, ce qu'il faut aussi regarder, des fois, est-ce que c'est compostable industriellement ou même compostable à la maison, home compost. Donc ça, c'est des choses qui peuvent qui peuvent alimenter une réponse à des consommateurs éventuels. Et ça tombe bien. Vas-y, Aurore. Je vais juste rajouter de la pub, je suis désolée, mais Carousel a aussi des boîtes à lunch réutilisables qui sont fort intéressantes et qui peuvent être personnalisées. Donc, osez essayer quelque chose de différent. En plus, vous allez fidéliser votre clientèle qui sera obligée de la rapporter. Donc, on a aussi des ustensiles, on a de la vaisselle, on a beaucoup de produits réutilisables. C'est une tendance lourde, hein. C'est d'ailleurs le cas. Et même des lave-vaisselle pour laver tout ça. Non, mais sachez une chose, c'est que le Ciel Innovation a donné 2 grands prix à l'emballage cette année. C'est la première fois que ça se passe. Je ne ferai pas de publicité sur le deuxième gagnant, mais il est médaille d'argent et il a créé, parce que c'est Carousel, et il a créé un emballage complètement compostable, 100%, pour prendre du poulet, justement, venant des détaillants. Ils ont créé quelque chose d'extraordinaire, qui est 100% compostable. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une tendance lourde du moment. Il y a une dernière question. Chez nous aussi. Eh ben, voilà. Tout le monde va chez Carousel après la conférence, s'il vous plaît. Encore une fois, ils sont dans le haute technologie et équipement. Martin, il y a 2 questions. Il y en a une autre qui est réapparue, mais il nous reste 2 minutes. Donc, on va essayer de répondre rapidement à celle-là. Quelle est la tendance des industriels à utiliser des emballages recyclables ou compostables? Quelles sont les raisons de cette tendance? La tendance est forte, là. Oui, c'est ça. Elle est plus que forte. Nous, à l'ITEGA, là, on est submergé d'appels d'entreprises qui veulent aller sur du recyclable, du compostable, parce que bien évidemment, il y a une pression des consommateurs à cet effet, puis une pression même au-delà du consommateur. Je pense que tout le monde est conscient de l'impact de solutions plus viables, plus durables, plus soutenables. Donc, c'est plus qu'une tendance, ça, c'est une évidence pour moi. Oui, puis j'ai pas de visuel ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que le défi de la recyclabilité, je mentionnais tantôt des emballages monomatériaux. C'est sûr que plus vous mettez de colle, d'étiquettes, de bouchons, d'opercules, de matériaux, d'additifs sur votre emballage, plus vous allez complexifier sa gestion en fin de vie. Parce que quand on parle de carton, simplement, quand il y a de l'encre dans le carton, il faut le désancrer pour aller récupérer la fibre. Donc, c'est certain qu'il faut réfléchir à pourquoi j'appose ça. Et c'est pour ça que je mentionnais la bouteille d'eau Evian tout à l'heure. Je pense que le simple, ça va être la nouvelle mode dans l'emballage. Là, ça va être la tendance 4.0, je l'annonce aujourd'hui. Donc, déshabillez vos emballages, allez-y dans la plus simple expression. C'est sûr que c'est ça qui va amener, parce que dites-vous que le centre de tri et le recycleur, lui, votre emballage, il ne le voit pas de la même façon. Eux, ils voient de la matière, ils voient un matériau pour transformer et pour pouvoir le réintroduire dans d'autres produits ou emballages. Donc, c'est sûr que s'il doit passer son temps à éliminer des contaminants, il ne voudra pas acheter cette matière-là non plus. Là. Alors, je suis désolé, il est 13h30, il restait une question et je pense j'invite la personne qui a envoyé cette question à se connecter sur le stand de Carousel, encore une fois. Je ne vais pas faire de publicité abusive, mais pour justement poser cette question et discuter avec Martin à ce sujet. Je voudrais tous vous remercier, Bruno, Geneviève, Aurore et Martin, pour cette superbe conférence qui me donne encore de l'information. J'avais participé à celle de Carole hier. Ça ajoute encore plus au débat. On est tous confrontés à l'utilisation d'emballage, justement, en tant que consommateurs. Je rappelle aussi à notre audience que cette conférence virtuelle sera rediffusée d'ici 1h30 à peu près sur la chaîne YouTube du CIAL, et ainsi que sur la partie, la section conférence, rediffusion de conférences sur notre salon virtuel. Je voudrais encore vous remercier une dernière fois d'avoir tous été présents, de soutenir encore une fois par votre présence et votre dynamisme le CIAL Canada. Et je vous souhaite à tous une très, très, très belle visite virtuelle. Merci beaucoup encore. Merci. Merci à tous. À bientôt. Merci bien.